Bonsoir à tous. Toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce vendredi 3 décembre. Laurent Gbagbo se succède à lui-même. Une décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Ce soir, le représentant de l'ONU sur place conteste la victoire du président sortant. Cette décision ne correspond pas aux faits, dit-il. Jean-Paul Huchon va-t-il perdre la présidence de la région Île-de-France? Une recommandation en ce sens a été déposée au Conseil d'État. À l'origine de cet avis, une campagne d'affichage litigieuse lors des élections régionales de 2009. Et puis coup d'envoi ce soir du 24e Téléthon. Les chercheurs se mobilisent pour soutenir cette initiative, garante selon eux de la vitalité de la recherche française. Marc Péchanski de l'Institut des cellules souches d'Evry sera tout à l'heure sur notre plateau. C'est finalement l'annulation des votes dans 7 départements du Nord qui bouleverse ce soir la donne en Côte d'Ivoire. La situation dans le pays est bien changée. Le Conseil constitutionnel ivoirien a validé aujourd'hui l'élection du président sortant. Laurent Gbagbo se succède donc officiellement à lui-même avec 51,45% des voix. Hier, son adversaire Alassane Ouattara avait été déclaré largement vainqueur du scrutin par la commission électorale du pays. Ce soir, je vous le rappelle, l'ONU sur place conteste cette élection. Flora Sauvage. L'inquiétude est à son comble en Côte d'Ivoire. Alors que la commission électorale a annoncé la victoire de l'opposant Alassane Ouattara à la présidentielle dimanche dernier, le Conseil constitutionnel ivoirien a rejeté ces résultats. Son président, un proche du chef de l'État, a proclamé l'élection de Laurent Gbagbo. L'ancien Premier ministre Alassane Ouattara revendiquait la victoire de l'élection, mais d'après les résultats définitifs du Conseil constitutionnel, l'actuel chef de l'État a obtenu 51% des suffrages contre 48% pour son rival. Le Conseil constitutionnel a donné raison au candidat Gbagbo qui dénonçait des irrégularités dans le scrutin. Maintes fois repoussée, cette élection était pourtant censée mettre fin à une décennie de troubles. Le couvre-feu a été reconduit jusqu'à dimanche et les médias internationaux sont interdits de diffusion. La communauté internationale retient son souffle. De son côté, la France appelle au calme et à la responsabilité. 15 000 ressortissants français sont en Côte d'Ivoire. Et en direct d'Abidjan, en direct avec nous ce soir, le correspondant de France Info en Côte d'Ivoire, Yves Izard. Yves Izard, bonsoir. Quelle est la situation aujourd'hui, ce soir, à l'heure où je vous parle, à Abidjan, la capitale ? Non, nous avons un problème de correspondance avec Abidjan. Eh bien, nous reprendrons peut-être cette correspondance tout à l'heure. Nous reviendrons de toute façon sur ce dossier ivoirien avec Jean-Pierre Ozon à la fin de ce journal. L'actualité politique française et cette sale journée pour Jean-Paul Huchon, le président socialiste de la région Île-de-France. Une annulation de son élection a été cet après-midi recommandée au Conseil d'État qui devrait prendre une décision définitive. Outre l'annulation de ce scrutin, le rapporteur public rejette les comptes de campagne de la liste socialiste. À l'origine de cette décision, la plainte d'un responsable UMP concernant une campagne d'affichage en septembre 2009. Margot Brio. Cette élection, il l'avait remportée confortablement avec 56,69% des voix. Mais l'avait-il gagné légalement ? Non pour le rapporteur public du Conseil d'État. Il recommande aujourd'hui d'annuler la réélection de Jean-Paul Huchon à la tête de la région. À l'origine de ce coup de théâtre juridique, une campagne de communication menée du 7 au 20 septembre 2009 sur le thème « La région fait grandir vos transports ». D'un coût de 840 000 €, elle vantait l'action de la région en matière de transport en commun. De la publicité déguisée et donc une entorse au code électoral, selon Paul Midi, jeune militant UMP. Pour lui, le candidat a bénéficié pendant la campagne d'avantages en nature du STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France. Il décide alors de porter plainte. Le Conseil d'État est saisi. Son rapporteur public recommande aujourd'hui d'annuler la réélection de Jean-Paul Huchon à la tête de la région. Il va même plus loin. Il réclame son inéligibilité pendant 1 an et le rejet des comptes de campagne. Des comptes qui avaient pourtant été validés par la Commission nationale. Comme c'est souvent le cas, le Conseil d'État devrait valider l'avis du rapporteur. Jean-Paul Huchon serait alors obligé de quitter la présidence du Conseil régional. Après 12 ans, passé à la tête de la région Île-de-France. Voilà, et nous avons retrouvé le correspondant de France Info, Yves Izard, en direct d'Abidjan, la capitale de Côte d'Ivoire. Yves Izard, quelle est ce soir la situation dans la capitale ivoirienne? Comment cette population a-t-elle réagi à cette décision du Conseil constitutionnel, finalement, de valider l'élection de Laurent Gbagbo?
assez mal si l'on en croit ce qu'on peut voir de très très loin de ce qui se passe dans le sud. Il y avait des gens qui étaient effondrés, donc effectivement d'autres qui étaient plutôt joyeux. Mais ce qu'on voit au loin, ce sont de grosses fumées noires sur le sud d'Abidjan, non loin de l'aéroport. On avait aussi beaucoup de mouvements de troupes de l'ONU, la France Licorne aussi qui est présente avec 950 hommes. Des chars avaient été disposés sur l'avenue Giscard d'Estaing, donc non loin de l'aéroport. Voilà la situation. L'idée qu'il y a des émeutes, c'est un petit peu compliqué à vérifier parce qu'il est très dangereux d'aller sur place ce soir. En tout cas, on se retrouve dans une situation tout à fait inédite avec pratiquement deux présidents. Un qui donc a été désigné par le Conseil constitutionnel, c'est l'instance qui doit le désigner, donc Laurent Gbagbo avec plus de 51-45%. C'est l'inverse de ce qui avait été annoncé hier par la commission électorale. On peut dire qu'il y a ce candidat donc élu constitutionnellement parce qu'il y a eu des fraudes et donc le Conseil a repris les choses, c'est Laurent Gbagbo. Puis il y a un autre candidat, Alassane Ouattara, qui a été désigné hier par la commission électorale et qui est soutenu par la communauté internationale puisque le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire, M. Choi, a contesté la victoire de Gbagbo à la présidence. Il a jugé que les résultats annoncés par le Conseil constitutionnel ne correspondaient pas aux faits. Et d'un moment à l'autre, on attend une prise d'opposition de Ban Ki-moon, le secrétaire général, qui devrait soutenir donc la désignation d'Alassane Ouattara. Situation donc totalement inédite. Merci beaucoup Yves Izard d'avoir été avec nous ce soir en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ouverture de la chasse à Wikileaks en France. Éric Besson, le ministre de l'économie numérique, demande la fin de l'hébergement du site internet d'information qui, depuis dimanche, eh bien, vous le savez, distille les notes confidentielles de la diplomatie américaine. L'hébergeur français OVH se défend de cette décision et demande à la justice ce soir de se prononcer sur la légalité de ce site. Selon toute vraisemblance, c'est ce dimanche que Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, devrait prendre la tête du parti de la gauche européenne. Réunis à Paris, les gauches radicales de l'Europe observent avec attention l'évolution de la gauche française et l'émergence sur la scène politique de Jean-Luc Mélenchon. Aurélien Romano. La gauche en France incarne la résistance et les grèves pour ses homologues européens réunis en congrès. Le phénomène a été renforcé par le mouvement contre la réforme des retraites. La gauche française et les syndicats jouent un rôle fondamental de résistance et de grève face au pouvoir de Sarkozy. L'autre phénomène qui intrigue est la montée de Jean-Luc Mélenchon et du Front de gauche. Ce représentant de la gauche radicale grecque ne sait pas exactement où le placer sur l'échiquier politique, mais il remarque la synthèse qu'il fait entre les sociodémocrates et la gauche radicale. Une synthèse prometteuse et fertile d'après lui. Certains vont plus loin en prenant exemple sur Oscar Lafontaine qui a unifié l'extrême gauche allemande et promettent un bel avenir au chef du parti de gauche. Si Mélenchon est comme Oscar, s'il l'est vraiment, il pourrait être un bon choix pour la présidentielle. Et aussi pour réunir les révolutionnaires et les réformistes. D'autres sont plus prudents, gardant les distances avec les cuisines internes françaises. Cette décision appartient aux camarades français, ce n'est pas notre rôle, mais j'espère que nous garderons l'unité. Une unité que le cofondateur de Die Linke juge primordiale. Sans donner de conseils aux Français, il préfère une image humoristique. Si vous avez 3 personnes de gauche et que vous cherchez leur point commun, eh bien, vous aurez 6 opinions. Une unité qui manque encore à la gauche de la gauche en France, ce qui n'échappe pas à ses partenaires européens. Et l'actualité politique de la semaine, c'est évidemment ce coup d'éclat de Ségolène Royal. La présidente de Poitou-Charentes a pris tout le monde de court en se déclarant candidate aux primaires socialistes, sans parler des yeux doux de l'ancienne candidate à la présidentielle, au président du FMI, Dominique Strauss-Kahn. C'était cette semaine sur France Inter. Regardez. S'il revient et s'il est toujours dans cette situation à l'égard de l'opinion, nous verrons quel est le meilleur dispositif gagnant. S'il ne revient pas, de toute façon, il sera indispensable à notre équipe. Et vous le savez très bien, puisque ça avait été évoqué en 2007, Dominique Strauss-Kahn est le meilleur chef de gouvernement que la France pourrait avoir en pleine crise monétaire internationale.
Bonsoir Jean-Daniel Lévy, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on reparle donc d'un ticket Dominique Strauss-Kahn, Ségolène Royal. Et pourtant, si on a de la mémoire, cette idée, cette hypothèse avait déjà été avancée en 2007. Alors l'histoire se répète. L'histoire se répète, en tout cas c'est plus Ségolène Royal qui l'évoque que d'autres observateurs. On est effectivement en 2007 dans une période où Ségolène Royal apparaît comme étant une personne politique qui est capable de pouvoir bousculer les lignes, de pouvoir avancer des idées, être susceptible de ne pas être forcément dans les classiques traditionnels de ce que porte le Parti socialiste, mais dans le même temps, elle inquiète une partie de l'électorat, notamment sur sa capacité à pouvoir véritablement conduire les affaires du pays. Le fait qu'il puisse y avoir à cette époque-là une sorte de ticket entre une Ségolène Royal, présidente de la République, et un Dominique Strauss-Kahn, Premier ministre, fait sens parce que indéniablement, Dominique Strauss-Kahn, aux yeux des Français, aux yeux du peuple de gauche, sait faire. Il a été un ancien, notamment ministre des Finances, qui a été reconnu. Nous sommes aujourd'hui dans une période qui est une période différente malgré tout. Et si on se rappelle des sondages de l'époque, rappelons-nous que Ségolène Royal était largement devant Dominique Strauss-Kahn. Et aujourd'hui, la situation est une situation qui est inversée. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, Dominique Strauss-Kahn est nettement préféré à Ségolène Royal dans le cadre, non pas de Matignon, mais de l'Élysée. Très largement même. Et puis il y a cette image de Ségolène Royal qui change visiblement dans l'opinion. Je cite par exemple votre sondage, Harris Interactive pour LCPAN, qui révèle que 21% seulement des Français la considéraient comme une bonne présidente de la République. Effectivement, lorsqu'on interroge les Français et qu'on leur demande un certain nombre de qualificatifs qui peuvent être affublés à Ségolène Royal, il y en a un qui lui correspond véritablement, c'est la dimension de courage et probablement également de ténacité, en dépit des difficultés qu'elle a pu rencontrer, en dépit de la difficulté même du Parti socialiste à pouvoir s'associer à sa démarche, voire lui refuser pour partie la victoire à Reims. Elle a résisté, elle est présente et elle est toujours là où on ne l'attend pas forcément. Voilà, mais ça plaît aux Français. Ça plaît aux Français parce qu'on a le sentiment que être candidat à la présidentielle ou être aux responsabilités, c'est prendre des coups et être capable de pouvoir les encaisser. Et ça, indéniablement, Ségolène Royal est capable de le faire. En même temps, lorsqu'on interroge sur des aspects qui sont des aspects relatifs à sa capacité à pouvoir représenter la France à l'étranger, dans sa capacité à pouvoir réformer le pays, dans sa capacité même, d'une manière générale, à faire une bonne présidente de la République, il y a un doute. Et effectivement, uniquement 20%, un peu plus de 20% des Français 21%. considèrent qu'elle pourrait faire une bonne présidente de la République. Là où c'est pour partie inquiétant concernant Ségolène Royal, c'est que au sein de son camp politique, c'est-à-dire au sein des sympathisants de gauche, au sein des sympathisants socialistes, et même parmi les personnes qui ont voté pour elle à la dernière élection présidentielle, moins d'une personne sur deux considère qu'elle ferait une bonne présidente de la République. Alors Jean-Daniel, la question que nous avons posée à nos amis internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com, cette question va vous intéresser. Croyez-vous à un ticket Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn? Eh bien, vous êtes très majoritairement à 74% à répondre non à cette question. Et on retrouve d'ailleurs les 21% de votre sondage. Merci Jean-Daniel, peut-être à la semaine prochaine, qui sait. Le Sénat s'intéresse de près à la presse en ligne, c'est-à-dire celle que vous lirez demain sur votre ordinateur ou autre tablette informatique. La Haute Assemblée a décidé de donner un coup de pouce financier à ce qui sera peut-être vos journaux de demain. Regardez ce sujet, il est signé Thomas Raguet. 20 millions d'euros, c'est ce que l'État consacre chaque année pour aider la presse en ligne. Des fonds destinés à financer des projets bien précis, dont a par exemple bénéficié le site d'information rue 89. C'est un vrai coup de pouce qui nous a été donné, mais c'est pas là-dessus qu'on compte pour boucler les fins de mois, pour parler directement. Ces aides aux plateformes numériques sont des aides à projet, contrairement à d'autres formes d'aide à la presse, qui elles peuvent être des aides en cash à la trésorerie des entreprises. Si les médias nés sur le web peuvent bénéficier de ces aides, c'est aussi le cas des grands titres de la presse nationale, qu'elles soient quotidiennes ou magazines. Des médias qui misent sur l'essor des nouveaux supports numériques. Et c'est bien souvent pour développer ces nouveaux projets qu'ils sollicitent une aide financière. Moi, je considère que la subvention aujourd'hui, elle n'est pas faite pour permettre à un projet de se lancer, elle est faite pour asseoir un équilibre budgétaire. C'est une aide à la rentabilité plus rapide. Et ça doit être comme ça. Donc il faut que le projet ait une validation commerciale et qu'il ait prouvé sa place sur le marché pour que la subvention derrière donne les moyens de pérenniser l'activité qui est créée. Des grands groupes de presse ou des nouveaux venus du web, parmi les bénéficiaires des subventions, on trouve aussi parfois des titres inattendus, comme le Paysan Tarnais, le Guide du vin ou le Monde du surgelé. Voilà le Sénat qui s'intéresse à la presse numérique. Bonsoir Tam Tram Nuit.
Bonsoir. On va parler justement de cette actualité sénatoriale qui est dominée toujours par ce fameux marathon budgétaire qui devrait s'achever la semaine prochaine. Alors on décortique les différents crédits alloués à telle et telle mission de l'État. Alors est-ce qu'il y a des budgets gagnants ou des budgets perdants cette année? Écoutez Pierre-Henri, période de crise oblige, eh bien il y a beaucoup de mécontents. Le slogan du budget pour l'année prochaine, c'est réduction des déficits. Alors si on ne s'en tenait qu'aux chiffres, eh bien il n'y aurait que 3 ministères qui s'en sortent bien, la recherche et l'enseignement supérieur, la justice et la défense. Mais en réalité, les chiffres ne disent pas tout. Prenons le budget de la mission culture, il augmente de 1,1%, ce qui ne compense même pas l'inflation. Mais en réalité, c'est plutôt une bonne performance, puisque si on compare aux autres coupes sombres qu'ont pu subir nos voisins européens, c'est plutôt pas mal. Et on est quand même en période d'austérité. Du coup, dans l'hémicycle, on a voté ces crédits plutôt avec le sourire. Il n'y avait plus que des amoureux de la culture. Et on a d'ailleurs assisté à un concours de citations et de déclarations pleines de lyrisme. On les écoute. Aragon. J'imagine mal un écrivain qui écrirait pour ne pas être lu. Jean Vilar, en juin 70. Débrouille-toi, compagnon. On t'a appris à lire, à écrire et même à calculer. Par compagnon. La fille d'Albert Camus présentera un livre, Albert Camus, solitaire et solidaire. Ces mots approchent finement la culture pour chacun. Le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss affirme: le savant n'est pas l'homme qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Et donc, d'André Malraux, Clair-Obscur, de Georges Delatour, les sénateurs ont convoqué tout le panthéon des artistes français et n'ont reculé devant aucune comparaison. On en aurait presque oublié qu'on parlait de budget. Alors, si on parle de budget, d'ailleurs l'opposition parle souvent de budget en trompe-l'œil, en ligne de mire en particulier cette semaine, cette fameuse mission travail-emploi qui ne satisfait guère les sénateurs. Effectivement, la mission travail et emploi, c'est d'un des principaux budgets d'intervention de l'État. Alors le travail et l'emploi, ça concerne quand même l'aide aux salariés, aux entreprises, aux demandeurs d'emploi, les financements des indemnisations. Et ce sont des crédits qui s'élèvent pour 2011 à près de 12 milliards d'euros et qui sont en légère augmentation de 0,5% si on s'en tient au budget. En réalité, l'État va bien plus se désengager du travail et de l'emploi que ne laissent imaginer ces chiffres. On parle de 13%. Par exemple, si on prend en compte la disparition du plan de relance. Et même dans la majorité, donc, certains étaient très critiques. Exemple avec Jean-Paul Alduy, qui n'est pas très satisfait du sort réservé aux maisons de l'emploi. Votre prédécesseur a trouvé une formidable économie. Réduire de 50% les crédits alloués aux maisons de l'emploi. Pourquoi donc ce choix d'asphyxier les 203 maisons de l'emploi ? Et oui, donc le gouvernement espère que les politiques en faveur de l'emploi vont bientôt être superflues avec la reprise. Et d'avance, donc, on baisse leur budget. Ça arrange surtout bien l'État qui a besoin de faire ses économies, mais c'est peut-être un petit peu optimiste. Aux dernières nouvelles, on n'en est pas du tout sorti de cette crise. Merci beaucoup Tam. Et je vous rappelle que l'examen de ce budget s'achèvera mardi, ici au Sénat. Tout autre chose, en tout cas on ne l'attendait pas sur ce terrain. Eric Cantona, l'ancien joueur de Manchester, porte désormais ses attaques fulgurantes contre les banques. C'est le 7 décembre qu'il convie tout un chacun à aller vider ses comptes bancaires. Des déclarations qui ne sont pas forcément du goût des banquiers. Fabrice Cunet. La révolution, selon Canto, c'est pour le 7 décembre. Et elle passe par les banques. Videz vos comptes. La petite phrase a fait du chemin. Un mois après, 30 000 internautes soutiennent l'appel relayé via Facebook, cette fois. Et s'il y a des millions de gens qui retirent leur argent, le système s'écroule. Pas d'armes, pas de sang, rien du tout. À la Spadjari. L'idée peut faire sourire, mais elle ne fait pas rire du tout les banques et certains membres du gouvernement. Irresponsables, infondés, cette semaine, Christine Lagarde ou encore François Baroin ont distribué les cartons jaunes. Ce serait comique si ce n'était tragique. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pas sérieux. C'était un très bel avant-centre. Il n'a pas fait la Coupe du Monde. Il n'a pas été sélectionné par Aimé Jacquet. Il y a sûrement des raisons à cela. Acte militant ou black potache, pour d'autres, cet appel est surtout le symbole du désamour avec le système bancaire, voire d'un vrai désaveu depuis le début de la crise. Je suis pas sûre que ce soit la bonne méthode, mais ça montre bien qu'il commence à y avoir un véritable ras-le-bol par rapport à cette situation. Voilà, et il faut en être conscient. Dans la pratique, l'idée ne serait pas complètement infondée. Un retrait massif aurait de quoi gripper le système, comme au plus fort de la crise, en Angleterre ou en Irlande par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que tous les États se sont déclarés assureurs systémiques pour dire que s'il y avait des difficultés, eh bien, l'État viendrait
assurer la sécurité de l'épargne. Ça, je le dis dans le dérisoire et l'absurde. En attendant, un peu dépassé par le mouvement et les réactions, Éric Cantona a confirmé qu'il irait bien vider son compte le 7 décembre. La question est, combien le suivront ? Voilà, retour tout de suite comme promis sur la principale information de cette journée, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire qui se succède à lui-même. Bonsoir Jean-Pierre Dozon, vous êtes un grand spécialiste de l'Afrique, vous enseignez à l'EHESS ici à Paris. On a appris cet après-midi cette décision du Conseil constitutionnel ivoirien qui valide donc cette élection du président sortant. Laurent Gbagbo, est-ce que cette décision de ce Conseil constitutionnel vous a surpris ? Pas du tout, non, pas du tout. On sait tous, enfin tous ceux qui suivent un peu l'actualité en Côte d'Ivoire, que le Conseil constitutionnel est proche du pouvoir. Oui. En tout état de cause, on pouvait s'attendre à ce que la situation soit celle-là aujourd'hui, dès lors qu'on connaissait le résultat du premier tour, si vous voulez, parce que le premier tour, il n'a pas gagné, et donc nécessairement, le résultat était dans un mouchoir de poche où on pouvait avoir qu'un résultat extrêmement étroit. Et du coup, Alassane Ouattara normalement a gagné, incontestablement, mais il va de soi que c'était contestable par Laurent Gbagbo pour des tas de raisons, que le Nord, il y a eu des bourrages d'urnes, etc. Donc, en ayant cette commission électorale indépendante en principe, et donc c'était elle qui devait déclarer les résultats, mais en ayant aussi ce Conseil constitutionnel qui est dans la main du pouvoir ivoirien, eh bien on a une situation légitime, absolument. D'ailleurs, ce qui est très clair, c'est qu'il se replie sur sa souveraineté d'État, et qu'il a fermé ses frontières et que les médias internationaux sont interdits de diffusion. Alors, dans ces conditions, quelle peut être aujourd'hui l'attitude d'Alassane Ouattara, le principal adversaire de Laurent Gbagbo ? Je crois que c'est de maintenir calmement, tranquillement, comme il l'a fait, je crois, jusqu'à présent, une position qui consiste à dire, moi j'estime que la CEI était indépendante, par conséquent je suis élu. Seulement, la situation est telle qu'on peut, comme cela, durer longtemps. Et donc bien sûr, les esprits vont s'échauffer, ils s'échauffent déjà dans le pays, il y a déjà des morts ici et là, il y a des affrontements. Et donc tout ceci peut se dégrader et peut aboutir à une guerre civile qui d'ailleurs a failli avoir lieu en 2002, et ce ne serait qu'une répétition, pour le coup, en réalité, de ce qui a failli se passer en 2002. Mais, alors, je vous écoute, mais je pense que la communauté internationale, et en particulier les Nations Unies. Il faut laisser, je crois, la France dans cette histoire un peu à l'écart. D'ailleurs, elle se garde bien d'intervenir. D'ailleurs, je crois qu'elle fait bien. Parce que dans la première histoire, si je puis dire, celle de 2002 et par la suite, elle était trop collée au problème. Elle s'est un peu embourbée elle-même dans cette affaire. Par contre, les Nations Unies ont tout intérêt maintenant à faire une pression très forte. Alors ça commence. On vient d'entendre des déclarations du représentant de l'ONU sur place, n'est-ce pas ? Mais s'il n'y a pas une pression forte, je dirais, avec tout ce que ça peut impliquer, une pression forte, ça veut dire sur le plan économique, financier, etc., je crois que Laurent Gbagbo est suffisamment habile, il a montré ça depuis maintenant plusieurs années, pour se maintenir au pouvoir, et au fond, ces élections n'auront servi à rien. Une dernière question, est-ce qu'on doit craindre une partition réelle, véritablement réelle du pays entre le Nord et le Sud dans les semaines à venir ? Écoutez, bien sûr, c'est une crainte qui peut exister. En même temps, véritablement, ce pays, en dépit de cette crainte, ceux qui représentent, enfin ceux qui sont au Nord, qui sont censés soutenir davantage Alassane Ouattara, tout le monde se réfère dans ce pays à la Côte d'Ivoire. Et donc, il y a une espèce de référence au territoire ivoirien, celui qui est l'héritage d'Houphouët, et dans les deux cas, on a cela. Autrement dit, on est quand même loin de cette séparation, même si, en effet, le fait même que Laurent Gbagbo ait dit qu'il y avait des bourrages d'urnes au nord, et que c'est à cause de cela que disons que le résultat en faveur d'Alassane Ouattara est annulé, eh bien effectivement ça présage quelque chose qui relève de la sécession, ou en tout cas de la séparation entre les deux, puisqu'il ne fait pas confiance au Nord en quelque sorte. Merci beaucoup en tout cas Jean-Pierre Dozon de vos éclairages ce soir. Tout autre chose, coup d'envoi ce soir du 24e Téléthon en faveur des maladies génétiques rares et des myopathies. Objectif 100 millions d'euros de dons en 2009. La générosité des Français avait baissé de 10%. Fabrice Cunet. La 24e édition du Téléthon sera-t-elle la dernière ? France Télévisions laisse en tout cas planer un doute. Le contrat avec l'AFM se termine fin décembre et la chaîne réfléchit à une nouvelle formule. Et moi, dans le monde du spectacle et de la politique, depuis plusieurs semaines, les déclarations de soutien se multiplient pour sauver le rendez-vous télévisé. Reste le constat d'une audience et surtout d'une collecte de dons en baisse. Avec 95 millions d'euros l'année dernière, c'est 10% de moins qu'en 2008.
Cette année encore, les promesses de dons s'effectuent tout le week-end au 36-37. Mais il semble qu'il faudra bien plus que des promesses pour que ce rendez-vous fondamental pour la recherche soit maintenu sous cette forme. Bonsoir Marc Péchanski, vous dirigez l'Institut des cellules souches d'Evry et vous êtes le signataire avec beaucoup d'autres de vos collègues chercheurs d'une pétition qui défend bec et ongles ce Téléthon qui commence ce soir. Alors pourquoi faut-il, d'après vous, sauver le Téléthon ? Le manifeste qu'on a signé, plus qu'une pétition, c'était un témoignage. C'est-à-dire que nous, on est des responsables scientifiques, on travaille depuis 25 ans en général à la tête d'équipes puis de laboratoires. Donc on vit depuis 25 ans avec ce Téléthon et avec l'AFM, les gens qui l'organisent. Et on voulait dire quelle était la réalité de cette activité commune. Parce que on avait entendu beaucoup de bêtises et beaucoup de méchanceté. Et surtout beaucoup de mensonges. Et donc, on a voulu rappeler ce qu'était la réalité, de la vie scientifique. C'est quoi? C'est des laboratoires comme le vôtre qui fonctionnent correctement grâce à l'argent du Téléthon? Oui, la réalité, c'est un certain nombre de réussites que nous n'aurions pas eues si l'AFM n'avait pas organisé le Téléthon et si elle n'avait pas reçu cet extraordinaire écho de plusieurs millions de personnes qui s'unissent de façon à nous aider à travailler dans la recherche scientifique. C'est les cartes du génome de 1990, c'est des centaines de gènes de maladies identifiées, c'est les vecteurs de thérapie génique, c'est les résultats d'Alain Fischer, de Patrick Aubourg, avec ses enfants qui sont guéris par thérapie génique. C'est un certain nombre de laboratoires qui vivent aujourd'hui parce que le Téléthon est là. Et de nouveaux essais cliniques qui vont démarrer également. C'est-à-dire que le mouvement de la recherche biologique, génétique dans ce pays s'appuie sur la recherche publique et sur le Téléthon. Dans mon laboratoire, c'est strictement 50-50. C'est-à-dire qu'il y a, sur 90 personnes qui travaillent dans mon institut, 45 qui sont payées directement par l'argent du Téléthon. Donc, effectivement, on ne pourrait pas imaginer la recherche telle qu'elle existe aujourd'hui dans notre pays, la recherche biologique et génétique, sans le Téléthon. Le Téléthon qui, en plus, a rassemblé autour de nous, autour de nous, chercheurs, toute la population. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on avait besoin, dans ce témoignage, de donner finalement un retour, notre gratitude à l'AFM. Alors vous dites une phrase forte, hein, arrêter le Téléthon reviendrait à abandonner les patients. Oui. Oui, je crois que aujourd'hui, ceux qui se sont attaqués au Téléthon étaient des irresponsables, des gens absolument, et à ceux qui l'ont porté, c'était des irresponsables, des gens qui n'ont pas mesuré ou qui refusaient de mesurer le mal qu'ils pouvaient faire. Cela dit, ce Téléthon, on le dit parfois à bout de souffle, hein, le 24e, ça fait presque un quart de siècle que ce Téléthon dure. Est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu le dépoussiérer, l'aménager, trouver peut-être d'autres supports pour le faire vivre ? Vous savez, vous avez dit tout à l'heure, il est en baisse, et puis après vous avez rajouté le chiffre à 95 millions d'euros. Ouais. Alors, nos collègues étrangers aimeraient bien que les dons qui vont vers leur laboratoire soient en baisse à 95 millions d'euros. Nous avons une solidarité populaire tout à fait considérable dans ce pays. Bien sûr, on préférerait que ça soit à 100 millions d'euros de façon régulière, comme ça l'a été pendant plusieurs années. À 95, on avait 5 millions de moins. Et en même temps, il y a la crise, il y a des difficultés pour tout le monde. Et on voit bien pourquoi il y a cette petite baisse, mais enfin, quand même, bien sûr, il faut aujourd'hui à l'AFM 70 millions d'euros pour subventionner les laboratoires et les programmes. C'est ce qu'elle a mis cette année dans la recherche scientifique. C'est 70 millions d'euros plus le soutien